C'est bon. Bon. Alors, je disais, je remercie les différents modérateurs, professeur Marhoum qui a bien voulu participer avec nous, professeur Barou il s'excuse. Donc, on va discuter sur les coronaropathies et la COVID-19. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés et qu'il y a pas mal de choses qu'on ne connaissait pas et que moi, personnellement, j'ai appris en écoutant Dr Safia Warraq, qui va nous présenter, nous faire un résumé de ce qui a été dit au niveau de la Société française de cardiologie concernant la COVID-19 et coronaropathie. À toi la parole. Merci, Madame le professeur Heppel. Cher maître, honorable assistance, j'ai le plaisir de présenter ce webinaire à propos de la gestion de la coronaropathie en période du Covid-19. Donc, le Covid-19 a posé une véritable situation problématique. Donc, d'abord, c'est lié à une redistribution des ressources médicales avec une perturbation d'accès aux traitements d'urgence, y compris la revascularisation coronarienne. Il a été également observé une prise en charge tardive des maladies cardiovasculaires en raison de la peur des patients d'avoir recours au système de santé pendant la pandémie. C'est pourquoi l'European Society of Cardiology et le ministère de la Santé marocaine ont proposé des documents d'orientation qui nous permettent de gérer au mieux les patients pendant la période de pandémie. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, on va faire un petit rappel sur la situation épidémiologique et la physiopathologie, un mot sur la stratégie diagnostique, comment le service d'accueil des urgences et l'unité de soins intensifs devraient être organisés, les pathologies cardiovasculaires en période de Covid qui posent un véritable problème de diagnostic différentiel, quelle est la place de l'ECG et des biomarqueurs cardiaques pendant la période de pandémie, comment prendre en charge les syndromes coronariens aigus et chroniques, et finalement, on va conclure par les messages clés de la présentation. Donc, un petit rappel sur la situation épidémiologique. Le 31 décembre 2019, des cas de pneumonie d'origine inconnue ont été détectés dans la ville de Wuhan en Chine. Le 30 janvier 2020, l'OMS décrète un état d'urgence de santé publique de portée internationale. Le Maroc a enregistré le premier cas de Covid positif le 3 mars 2020. 9 jours plus tard, l'OMS a annoncé l'état de pandémie et le 10 avril 2020, on était déjà à plus de 100 000 patients qui étaient déjà décédés et plus de 1 600 000 personnes qui ont été déjà testées positives à travers le monde. Donc, au Maroc, on compte actuellement plus de 8 300 décès et à travers le monde, on est déjà à plus de 105 millions de cas positifs depuis le début de l'épidémie avec plus de 2 millions de décès à travers le monde. Donc, en ce qui concerne la physiopathologie, donc l'infection au coronavirus, elle est due à la liaison du virus SARS-CoV-2 à un récepteur de l'enzyme de conversion. Donc, ce récepteur, il est largement exprimé au niveau du cœur, au niveau des poumons et des vaisseaux. Les maladies cardiovasculaires associées au Covid peuvent être soit primaires suite à un dérèglement du système rénine-angiotensine-aldostérone ou secondaires, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ce qui va entraîner une augmentation du travail cardiaque potentiellement problématique chez les patients déjà en insuffisance cardiaque. On note également une libération incontrôlée de l'interleukine avec une activation excessive du système immunitaire, ce qui peut entraîner une instabilité ou carrément une rupture de la plaque d'athérome et se compliquer volontiers d'un syndrome coronarien aigu. Donc, voici cette figure qui schématise le virus SARS-CoV-2 qui nécessite la liaison au récepteur de l'enzyme de conversion pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule, ce qui lui permet une réplication virale au niveau de la cellule hôte. Alors, une fois dans la cellule, donc ceci induit une augmentation de l'activité métabolique avec un état inflammatoire important qui peut se compliquer de myocardite avec une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme pouvant être graves. L'orage cytokinique peut entraîner une instabilité ou une rupture de la plaque d'athérome et en conséquence un syndrome coronarien aigu avec tous les désordres métaboliques et vasculaires qui s'y associent. Alors, la stratégie diagnostique du Covid-19 est basée sur un ensemble de critères épidémiologiques, cliniques, biologiques et certaines données de l'imagerie. Donc, le Maroc définit un cas suspect comme étant toute personne qui présente des signes d'infection respiratoire aiguë avec ou sans fièvre, ou bien une fièvre qui n'est pas expliquée par une autre étiologie évidente ou accompagnée à de myalgie, d'asthénie ou de céphalée, une infection respiratoire aiguë sévère, une perte de l'odorat ou du goût, une odynophagie d'installation brutale et sans étiologie évidente.
Le cas est confirmé chez toute personne qui présente un test PCR positif ou un test antigénique rapide positif. Je rappelle également que si on est devant un cas suspect avec les deux critères suivants, on est déjà devant un cas confirmé. Donc, ces deux critères sont des images évocatrices au scanner thoracique d'atteinte Covid et associées à un contexte épidémiologique évocateur. Je rappelle également qu'un test PCR négatif n'exclut pas une infection par le SARS-CoV-2. Donc, un résultat négatif peut être dû à une mauvaise qualité de l'échantillon, un prélèvement réalisé à une phase trop tardive ou trop précoce, une mauvaise manipulation ou expédition du prélèvement. Et donc, il est recommandé de refaire le test après 48 heures s'il y a une forte suspicion clinique avec un premier test négatif. Je rappelle que le prélèvement optimal consiste en un écouvillonnage nasal plutôt que pharyngé et ceci doit être réalisé par un personnel bien expérimenté pour limiter les faux négatifs. Comment le service d'accueil des urgences devrait être organisé en période de pandémie? Donc, le réaménagement du SUC est nécessaire avec un tri rapide des malades, comme ça a été réalisé ici au CHU Beno Rosht, avec la mise en place de tentes qui sont destinées pour séparer les patients suspects Covid des patients indemnes. Les patients qui ne présentent pas des signes de gravité doivent regagner leur domicile. Il faut également rappeler que si le patient présente une infection cardiovasculaire avec une infection concomitante possible ou probable, il doit bénéficier d'un test de dépistage. Si le test est revenu négatif et en absence de signes d'atteinte au Covid, le patient pourrait être pris en charge selon les normes habituelles du service. Voici cet algorithme proposé par l'ESC qui montre la gestion des patients qui présentent une cardiopathie à la salle d'urgence. Donc déjà, à l'accès à la salle d'urgence, le patient doit répondre à un certain nombre de questions. C'est une checklist qui permet de déterminer la probabilité d'une infection Covid, notamment la présence d'une fièvre, de signes respiratoires, un contact Covid ou bien une histoire familiale de Covid. Donc, s'il n'y a pas de signe en faveur d'une infection Covid, le patient peut être pris en charge selon le protocole standard du service. Si l'infection est possible, avec une infection cardiovasculaire qui ne nécessite pas l'hospitalisation. Je parle par exemple des syndromes coronariens chroniques stables. Donc, le patient doit bénéficier d'une optimisation du traitement. Il doit être renvoyé à domicile et mis en quarantaine. Si la pathologie cardiovasculaire nécessite l'hospitalisation, et on peut être devant deux situations cliniques. Soit c'est un patient qui est instable et donc il doit bénéficier des premiers soins et le dépistage à la salle d'urgence, soit c'est un patient qui est stable et donc il doit compléter le test viral. Si le test est négatif, donc il peut être pris en charge selon le protocole du service. Alors, comment gérer l'unité de soins intensifs pendant la pandémie? Donc, il est extrêmement important de souligner que les patients qui présentent une atteinte Covid avec une maladie cardiovasculaire grave et qui présentent aussi un mauvais pronostic ne sont pas prioritaires aux lits de réanimation, surtout si ces lits de réanimation sont en nombre insuffisant. Donc, il s'agit du principe éthique de maximisation des bénéfices qui n'est bien évidemment valable que pendant la période de pandémie. Donc, il existe un certain mimétisme entre les pathologies cardiovasculaires et l'infection Covid. La douleur thoracique et la dyspnée sont les maîtres symptômes de l'infection par le SARS-CoV-2. La présentation clinique des syndromes coronariens aigus ou chroniques peut s'associer à des symptômes respiratoires. Les pneumopathies constituent un risque à court terme d'événements cardiovasculaires comme les syndromes coronariens aigus ou les complications thromboemboliques. Et donc, il faut rester hautement vigilant concernant la survenue des événements cardiovasculaires dont les suites à court terme des pneumopathies. Il faut garder en tête que l'infection au Covid-19 est un diagnostic différentiel et que la présence d'une infection par le SARS-CoV-2 ne devrait pas écarter la recherche d'événements cardiovasculaires, y compris celle d'un syndrome coronarien aigu. Quelle est la place de l'ECG et des biomarqueurs cardiaques? Donc, les critères diagnostiques électriques pour les pathologies cardiovasculaires sont les mêmes pour les patients atteints du Covid et les patients issus de la population générale. L'élévation du taux des troponines et des BNP peut survenir dans les infections par le SARS-CoV-2. Donc, ce taux il serait corrélé à la sévérité et à la mortalité de la maladie. Toutefois, le dosage des troponines comme un marqueur pronostic reste toujours un sujet de débat. Je tiens à préciser le point suivant. Donc, en absence d'une douleur thoracique typique et ou de modifications électriques chez des patients avec une élévation modérée des troponines, c'est-à-dire moins de 3 fois la normale, ceci ne nécessite ni d'investigation ni de traitement pour un IDM de type 1. Donc, ce point est extrêmement important à retenir. Donc, cela signifie que si on a une élévation modérée des troponines,
ceci ne signifie pas qu'on est devant une coronaropathie. Donc, cette élévation modérée, elle peut être tout simplement due à une souffrance myocardique secondaire à une tachycardie ou à une hypoxémie qui sont largement observées en cas d'une atteinte infectieuse par le Covid. Par conséquent, le dosage des troponines devrait être également uniquement réservé en cas de diagnostic d'œdème de type 1 évoqué sur des arguments cliniques ou bien une découverte de dysfonction ventriculaire gauche à l'échocardiographie. Alors, en ce qui concerne les dédimères, donc il a été observé que l'élévation elle est présente chez un tiers des patients Covid positifs. La surveillance des dédimères, elle aide à anticiper la détérioration des patients, mais prête une confusion. S'agit-il d'une embolie pulmonaire? De ce fait, le dosage des dédimères doit être réservé en cas de suspicion clinique d'une embolie pulmonaire, c'est-à-dire si le patient présente une détérioration respiratoire brutale inexpliquée, présence de signes de cœur pulmonaire aigu à l'échocardiographie ou des signes électriques qui plaident en faveur d'une embolie pulmonaire, tout comme une déviation axiale droite, un aspect S1Q3. Dans ces cas-là, le dosage des dédimères, il est largement justifié. Et donc, il serait préférable de doser les autres marqueurs d'inflammation pour étayer le pronostic du Covid et de garder les dédimères pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire afin de ne pas prescrire de façon abusive les angioscanners thoraciques. Je passe maintenant à la prise en charge du syndrome coronarien aigu ST-. Donc, la prise en charge, elle est basée sur la stratification du risque. Donc, le dépistage doit être réalisé après le premier contact médical. Je rappelle également que les patients qui présentent un haut risque cardiovasculaire, ils doivent bénéficier d'une stratégie invasive précoce dans les 24 heures. Si le patient est Covid positif et qui présente un syndrome coronarien aigu ST-, le patient doit être transféré dans un hôpital équipé pour la gestion des malades Covid positifs. Je rappelle également que les patients avec une élévation des troponines, mais qui sont stables sur le plan clinique, c'est-à-dire qui ne présentent pas de douleurs thoraciques récurrentes, qui ne présentent pas des modifications électriques, ces patients ils peuvent bénéficier d'une prise en charge initiale conservatrice, c'est-à-dire une optimisation du traitement. Et tout ceci, bien évidemment, c'est dans le cadre de limiter les hospitalisations et de ne pas submerger le service. Donc, un scanner coronaire peut être également proposé, surtout en cas de diagnostic différentiel possible. Alors, voici cet algorithme pour la prise en charge des patients ST- en période de pandémie. Donc, les patients qui sont à très haut risque, qui ont par exemple présenté un choc cardiogénique ou des troubles du rythme graves, doivent bénéficier d'une revascularisation immédiate. Les patients qui présentent un haut risque doivent bénéficier d'une revascularisation dans les 24 heures. Quant aux patients qui sont à risque intermédiaire ou faible risque, donc on peut optimiser le traitement et leur proposer des tests non invasifs, le Coroscan étant l'examen de choix. Comment prendre en charge le syndrome coronarien aigu ST+? Donc, la pandémie Covid ne doit pas compromettre la reperfusion en urgence des patients présentant un syndrome coronarien aigu ST+. La reperfusion, elle reste indiquée conformément aux recommandations actuelles, c'est-à-dire présence de symptômes d'ischémie d'une durée de moins de 12 heures avec une élévation persistante du segment ST, dont au moins 2 dérivations. Parallèlement, la sécurité des professionnels de santé doit être aussi assurée et donc il faut considérer tout patient ST+ comme étant Covid positif jusqu'à preuve du contraire. 8 principes de gestion du syndrome coronarien aigu ST+ en période de pandémie. Donc, le délai maximum entre l'événement et la reperfusion est de 120 minutes. Il doit rester l'objectif principal. Toute personne ST+ est infectée jusqu'à preuve du contraire. Un test de dépistage doit être réalisé après le premier contact médical ou au plus tard lors de leur admission en unité de soins intensifs. Il faut envisager une revascularisation complète au cours de l'hospitalisation pour limiter les hospitalisations itératives. Il est également souhaitable de réaliser une ventriculographie pour réduire le besoin d'échocardiographie. Le traitement des lésions non coupables est en fonction de la stabilité clinique et des caractéristiques angiographiques. Il faut prévoir le traitement des autres lésions après le pic de l'épidémie et bien évidemment, il faut réduire au maximum la durée d'hospitalisation des malades. Alors, l'algorithme de la prise en charge des patients ST+ durant le Covid est le même par rapport à l'algorithme auquel on est déjà habitué. Donc, ce qui est nouveau, c'est de considérer le retard d'au moins 60 minutes qui est secondaire aux mesures préventives Covid. Comment prendre en charge les patients qui présentent un syndrome coronarien chronique? Donc, la poursuite du traitement des coronariens stables, il est préconisé. Donc, le suivi via la télémédecine constitue un outil pertinent pour assurer le suivi en période de pandémie et de limiter la consultation aux urgences.
ou à la consultation. Donc, la revascularisation des coronariens stables doit être reportée pour les patients qui sont à risque intermédiaire. De même, pour les tests non invasifs, ils doivent être reportés. Le coroscan devrait être préféré aux tests fonctionnels non invasifs. Il faut écarter une infection au Covid avant une chirurgie cardiaque. La revascularisation des coronariens stables, elle peut être discutée même pour les patients qui sont à risque élevé pendant la période de pandémie. L'angioplastie doit être envisagée à la place du pontage aortocoronarien. Il est souhaitable également d'avoir des hôpitaux sans patients Covid pour pouvoir démarrer une activité de chirurgie cardiaque en toute sécurité. Et les procédures invasives qui concernent une coronaropathie stable chez les patients Covid positifs devraient être repoussées jusqu'à guérison si possible. Alors, certaines considérations pratiques concernant le traitement médical sont à préciser. Donc, de nombreuses études ont incriminé les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme étant pourvoyeurs de formes graves d'infection au SARS-CoV-2, mais l'aspirine prescrite dans le cadre des cardiopathies ischémiques donc, est prescrite à des doses anti-agrégantes et donc à un faible pouvoir anti-inflammatoire. Par conséquent, donc les AINES ne doivent pas être arrêtés pendant la période de pandémie, bien sûr, si elles sont prescrites à des doses anti-agrégantes. Alors, pour les statines, donc, il a été observé que le Covid-19 peut entraîner une rhabdomyolyse sévère ou une cytolyse hépatique. Et donc, il serait prudent, selon les recommandations de l'ESC, de suspendre temporairement les statines pendant la période de pandémie. Alors, qu'en est-il pour le traitement IEC ARA2? Donc, aucune preuve actuelle n'a suggéré que le traitement IEC ou ARA2 devrait être suspendu. Au contraire, l'arrêt du traitement peut déstabiliser les malades. Et selon une étude récente, donc, le maintien du traitement IEC ou ARA2 n'augmente pas le risque d'infection par le Covid, ni le risque de complications ou de décès liés au Covid. Donc, un certain nombre d'interactions médicamenteuses est à retenir. La chloroquine et l'hydroxychloroquine, en s'associant au bêta-bloquant, peut entraîner davantage un allongement de l'espace cuté. Donc, il faut surveiller de près les patients qui sont sous cette association. La méthylprednisolone associée aux AVK peut déstabiliser linéaire. De même pour les antirétroviraux. Alors, pour les statines, donc, il serait prudent, bien évidemment, de les suspendre, mais quand on est obligé de le prescrire, il faut commencer par de faibles doses. Il faut plutôt préférer la rosuvastatine ou l'atorvastatine. Pour les anticoagulants oraux, donc, ils sont à éviter s'ils sont associés aux antirétroviraux, notamment l'apixaban et le rivaroxaban. Et pour les antiarythmiques, il faut être extrêmement prudent et utiliser la digoxine à de très faibles doses. Voilà, donc je conclue cette présentation par ces key points. Donc, le Covid pose un véritable problème de gestion des patients coronariens. La situation épidémiologique mondiale est alarmante. Il existe un certain mimétisme entre la pathologie coronarienne et l'infection Covid. Je rappelle encore une fois que le taux de troponine, moins de 3 fois la normale, n'est pas synonyme de coronaropathie. Il est important également de retenir que si le patient est Covid positif et qui présente une maladie cardiovasculaire grave avec un mauvais pronostic, ce patient n'est pas prioritaire au lit de réanimation, surtout s'ils sont en nombre insuffisant. Donc, il faut également considérer le retard d'au moins 60 minutes qui est lié aux mesures préventives dans la prise en charge des syndromes coronariens aigus. Il faut assurer bien parallèlement la sécurité des professionnels de santé. Il faut réduire également au maximum la durée d'hospitalisation des malades pour limiter l'infection Covid. Je vous remercie. Merci, Dr Louarraq, pour cette présentation où tu as mis un peu de l'ordre concernant cette pathologie. Bon, je vais commencer par deux petites questions, donc en attendant les questions de l'audience. Une question pour toi, Louarraq, et une question pour Monsieur Marhoum. La première question concernant l'échocardiographie chez ces patients. Justement, on nous demande systématiquement de faire une échocardiographie chez les patients cardiaques et particulièrement chez les coronariens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est ces recommandations? Au fait, j'ai lu tout le papier concernant la gestion des coronariens en matière en période de pandémie. Donc, ça n'a pas été précisé dans aucun paragraphe que l'ETT est systématique chez des patients coronariens qui sont atteints de Covid. Par contre, s'il y a une détérioration, que le patient présente par exemple des signes pouvant orienter vers une insuffisance cardiaque ou des signes témoignant d'une embolie pulmonaire, peut-être que l'échocardiographie serait indispensable. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de recommandation qui exige une échocardiographie de façon systématique dès l'admission d'un patient Covid.
Et une autre question pour le professeur Marham concernant la vaccination. Parce que, effectivement, tous les malades coronariens, la première des choses qu'ils viennent nous dire, est-ce que je peux me faire vacciner? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? On a toujours cette question et comment on peut leur répondre? Écoutez, toutes les pathologies cardiovasculaires sont des facteurs qui peuvent influencer la sévérité de la COVID-19. Et donc, on a tout intérêt à réduire la fréquence de la COVID-19 chez les patients qui ont des cardiopathies chroniques, et tout particulièrement s'il y a une coronaropathie. Je pense que là, il faut encourager les personnes à faire ce vaccin parce qu'il n'y a pas de contre-indication liée à leur situation de cardiopathie. Bien sûr, s'il y a des effets indésirables, type fièvre, etc., on sait que ça va accélérer le rythme cardiaque, etc. Il faut le savoir, il faut être prêt là pour intervenir, mais surtout que le patient prenne correctement son traitement concernant la coronaropathie, qu'il soit bien stable avant d'être vacciné. Est-ce que la durée, c'est-à-dire après la phase aiguë, on peut attendre combien? C'est-à-dire pour pouvoir proposer la vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à la phase aiguë ou est-ce qu'il faut attendre un certain délai? En général, toutes les fois où il y a une pathologie aiguë, il faut attendre. Et là, ça dépendra de la situation actuelle au plan cardiologique. Si on estime que au plan cardiovasculaire, il est stable, à ce moment-là, on peut y aller pour la vaccination. Mais il ne faudrait pas le faire à un moment où on est encore dans une situation où on ne maîtrise pas totalement l'évolution de ce patient. D'accord. Merci. Il y a une question de Ali Hda. L'association de la colchicine à la dose modérée au traitement standard serait de bon aloi en diminuant l'incidence des événements cardiovasculaires majeurs dans une population des coronariens, selon les recommandations de l'ESC 2020. Elle réduit le risque d'hospitalisation et de décès en cas de Covid. Donc, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Étude Colorana. Merci, Monsieur Hda, pour cette remarque. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore l'AMM pour la colchicine dans les coronaropathies. C'est vrai qu'on en discute et c'est toujours d'actualité, mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas si on peut la prescrire, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Alors, il y a une autre question. Pardon, si Oui? vous permettez, je vais peut-être ajouter quelque chose concernant la colchicine. Je crois que là, il y a peut-être une possibilité de l'utiliser chez les patients qui ont une coronaropathie, d'accord, mais actuellement, il y a également des recherches qui concernent la colchicine dans la COVID-19. Voilà. Là, je pense que puisqu'on est en train de parler de COVID-19 et coronaropathie, ce serait quand même intéressant de voir que c'est un produit qui pourrait agir sur la coronaropathie et également sur la COVID-19. C'est essentiellement une étude, disons, qui a été bien médiatisée dernièrement, faite par les Canadiens, et qui montre que l'utilisation de la colchicine pourrait réduire le pronostic de la COVID-19. Excellent. Le pronostic. Donc voilà, c'est à quelle dose? C'est complètement validé. Hein. Attention, c'est pas validé, mais on est en train de nous diriger vers des choses comme ça. D'accord, c'est bien. Alors, il y a une question, je ne sais pas, ou une remarque, très belle présentation, c'est de la part de Monsieur Khndossi. Donc, dans un hôpital, on ne dispose pas de salle de cathé. Faut-il thromboliser les patients jeunes sans facteur de risque Covid+, qui se présentent dans un tableau de ST+, crainte de thrombolyse d'une myocardite? Docteur Warraq. Oui, effectivement. Donc, hier, j'ai lu qu'il y avait des cas de myocardite surtout retrouvés chez des jeunes.
Donc, en fait, il a été plutôt recommandé de réaliser un coroscanner pour éliminer une coronaropathie et de retenir une myocardite. Et on peut également prescrire à ce patient qui est suspect de myocardite une IRM cardiaque. Mais si le patient ne présente pas des facteurs de risque cardiovasculaire et de le thromboliser avec un risque hémorragique, je ne pense pas que ça serait une bonne idée. Donc, on peut éliminer une coronaropathie, surtout si le patient n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire et qu'il a peut-être aussi des signes Covid, par exemple une fièvre qui est passée inaperçue, des signes respiratoires aussi précédant la symptomatologie. Et donc, véritablement, donc ce cas, il pose un véritable problème diagnostique entre est-ce que c'est un ST+ ou une myocardite. Donc, on ne peut pas, je pense, thromboliser sur ces données uniquement. Très bien. Donc, il faut effectivement bien penser avant de thromboliser quand il y a évaluer le risque, bénéfice-risque aussi. Oui. Et aussi, on sait très bien que les myocardites dans la COVID, c'est une catastrophe. Vraiment, les patients, très peu de patients, effectivement, s'en sortent. Et même avec la corticothérapie, donc c'est un très mauvais pronostic. Exactement. Alors, oui, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Donc là, je crois que c'est un commentaire, très belle observation. Ah non, c'est toujours le même. Oui. J'ai vu, oui. Alors, une autre question de Dr Zaid Amouri. L'orage cytokinique a une place centrale dans les mécanismes du syndrome coronaire aigu, encore plus dans les infections Covid-19. Y a-t-il une place pour les thérapies immunosuppressives en prévention chez ces patients Covid-19 avec les facteurs de risque cardiovasculaires? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la meilleure compréhension de cette physiopathologie nous a permis de tester les traitements à base d'immunoglobulines pour justement diminuer cet orage cytokinique et prévenir les conséquences qui pourraient être catastrophiques. Oui, on aimerait avoir l'avis de M. Marhoum et s'il y a un réanimateur aussi concernant justement cette thérapeutique des immunosuppresseurs. Oui, bon, lorsqu'on sent qu'on est en train d'arriver à l'orage cytokinique, c'est-à-dire en suivant les différents paramètres biologiques qui nous permettent de l'inflammation est en train de s'aggraver de plus en plus, on pourrait imaginer utiliser certains produits qui vont nous permettre disons, de réduire cet orage. Et je parle ici essentiellement du tocilizumab, qui a été beaucoup utilisé, qui a montré qu'il y avait une amélioration, disons, en termes de réponse et d'amélioration et de réduction des jours d'hospitalisation, etc., pour les patients Covid. Mais là aussi, il faut rester quand même assez humble devant ces thérapeutiques, parce que le tocilizumab, c'est un anti-IL-6, et on sait bien que dans l'inflammation, il n'y a pas que l'IL-6 qui intervient. Et donc, si ce n'est pas une augmentation d'IL-6 qui est à l'origine de l'orage cytokinique, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, certains ont proposé, pour réduire l'utilisation du tocilizumab, ne pas l'utiliser comme ça, largement nu, sans avoir suffisamment d'arguments, de faire un dosage d'IL-6. Si l'IL-6 est augmenté, là, donner le tocilizumab. Alors, bien sûr, si on agit et qu'on est efficace, on va améliorer, on va réduire l'inflammation, on va réduire l'orage cytokinique avec un bénéfice pour le cœur, ça c'est clair. D'accord. Alors, il y a une autre question pour M. Marhoum. Est-ce qu'il y a des précautions à faire pour les patients sous syndrome pour la vaccination? Surtout, c'est une injection intramusculaire. Oui, bon, ce qui est recommandé, c'est de faire quand même l'injection intramusculaire, parce qu'on a une meilleure réponse quand l'injection est intramusculaire. Il y a moins de réactions locales quand c'est en intramusculaire. Mais il faut utiliser une aiguille fine, donc ça ne va pas être les aiguilles qu'on utilise habituellement.
Il faut avoir en réserve des aiguilles fines, spécialement pour les personnes qui sont sous anticoagulants. Et il faut comprimer après l'injection, il faut comprimer suffisamment longtemps pour éviter l'hématome. D'accord. Alors, il y a une autre question de la part de Dr Zain. Est-ce que la ventriculographie est systématique au cours de la coronarographie chez les patients Covid positifs pour éviter une éventuelle ETT? Oui, elle est souhaitable, mais n'est pas systématique. Donc, elle est souhaitable. Donc, pour réduire justement l'échocardiographie. Donc, ce n'est pas systématique, mais on encourage à le faire pour réduire au maximum le contact médecin-malade. D'accord. Alors, est-ce que, c'est pour professeur Marhoum, est-ce qu'il y a des précautions à faire pour les patients, bon, c'est la même question, je crois, syndrome pour vaccination, elle a été répétée. Alors, les papiers concernant l'ESC ne parlent pas de l'utilisation des autres inhibiteurs de la P2Y12 en dehors du clopidogrel, c'est-à-dire prasugrel et ticagrel. Alors, quelle explication? Pourquoi on ne parle que de clopidogrel et on ne parle pas des autres? Est-ce que parce que c'est nouveau? Parce que je crois on n'a pas encore de recul pour les autres. Qu'est-ce que tu penses, Dr Warraq? Honnêtement, je me suis demandé la même question et effectivement, je n'ai pas trouvé de recommandations propres aux autres inhibiteurs de la P2Y12. Donc, sincèrement, je n'ai pas vraiment de réponse. D'accord. C'est vrai que moi aussi, je ne sais pas. Franchement, est-ce que... c'est Mohawi, marhaba bik. Voilà. Un réanimateur. Merci. Ouais. Donc, on aimerait bien avoir un petit peu ton expérience concernant justement le problème qu'on vit tous ensemble au niveau des urgences et au niveau du service et comment effectivement la gestion, on peut mieux l'améliorer concernant ces coronariens. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Je dois d'abord remercier Safia pour son excellent exposé. Elle a été courageuse. Bonsoir, Monsieur Marhoum. Bonsoir. Et merci, Madame Ebel, pour votre invitation. Alors déjà, j'aimerais revenir à cette histoire des anti-IL-6. En fait, vous savez très bien qu'à une certaine phase, il y a sécrétion des médiateurs de l'inflammation et qui vont toucher tous les organes. Il y a plein de produits. Il y a l'anakinra anti-interleukine 1, il y a aussi l'autocilizumab anti-interleukine 6. Le problème, c'est que ça commence à... Donc, la plupart du Actemra. Maintenant, le but du jeu, c'est quoi? C'est de donner c'est-à-dire l'autocilizumab au moment opportun. Parce que s'il n'est pas bénéfique, il va être nocif. Si on donne juste actuellement pour faire plaisir à la famille ou les parents des malades, ça risque d'être nocif. Alors, le meilleur moment, c'est le moment opportun, c'est-à-dire au début de l'orage inflammatoire cytokinique, c'est-à-dire c'est lorsque le patient quitte la case modérée pour devenir sévère. On peut s'aider par le dosage de l'interleukine 6. Au CHU, nous se sont fixés comme seuil 3 fois la normale. Donc, si ça dépasse les 21, donc on peut donner l'Actemra, mais à condition que le malade ne soit pas infecté. Donc, avant qu'on donne ces immunosuppresseurs, on dose avec la PCT. Il faut obligatoirement qu'il soit dans les normes négatives avant qu'on donne. On fait aussi attention chez les patients qui sont vraiment hyper immunodéprimés, trop lymphopénie, parce qu'après, on peut leur faire des dégâts au lieu de leur arranger des choses. Par rapport à cette histoire de coronaire et Covid, alors nous avons trois problèmes qui se passent chez nous. Il y a d'ailleurs une question que je vais poser à Safia. Safia, selon la dernière, c'est-à-dire l'année dernière, est-ce qu'on a senti au niveau de votre service qu'il y a plus d'admissions que d'habitude? Est-ce que le Covid en lui-même a augmenté le taux d'incidence des admissions en cardiologie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet direct entre l'infection? Est-ce que c'est un facteur de risque, on va dire, de faire plus de syndrome coronaire aigu que d'habitude? La deuxième question, c'est qu'on a vu plein d'atteintes cardiaques. Il y a les péricardites, il y a la myocardite, il y a le syndrome coronaire aigu.
Maintenant, souvent, quand un malade fait une douleur thoracique, on ne sait pas trop si c'est une embolie pulmonaire, un syndrome coronaire aigu, une péricardite, une myocardite. Et là, parfois, ça pose quelques problèmes diagnostiques. Donc voilà, c'était mes deux petites remarques en vous félicitant, en remerciant les résidents de cardiologie pour leur travail colossal en cardiologie. Je râle souvent, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour faire vite, c'est pour qu'on puisse, mais je sais que vous travaillez à fond. Vous avez un peu de réticence au début de la COVID, parce que vous étiez très, très peureux, comme tout le monde. Mais là, alhamdoulilah, ça se passe très, très bien. Même les patients qu'on aime bien thromboliser ou angioplastie, ça se passe très, très bien. Et je vous rends hommage, Madame Belle, à vous et à votre équipe. Franchement, du fond du cœur. Merci, monsieur le professeur Mohawi. Donc, pour la première question, c'est-à-dire est-ce que le coronavirus constitue un facteur de risque pour le développement de syndrome coronarien aigu? Donc, ce que je peux vous répondre, c'est que, au fait, dès le début de l'épidémie, justement, donc on a eu un afflux de patients qui consultaient pour une douleur thoracique. Et donc, c'était difficile justement de faire la part des choses. Surtout, on est dans un contexte où la population est en général présente des facteurs de risque cardiovasculaires. On trouve des patients qui sont en même temps diabétiques, tabagiques et hypertendus. Et donc, il est quand même difficile de trancher est-ce que ce n'est pas un Covid ou un coronarien. Et donc, en général, quand on réalise un ECG et on réalise également un dosage d'étropoline, donc on peut déjà éliminer le syndrome coronarien aigu et plutôt rechercher une atteinte Covid. Donc, sinon, pour la deuxième question, donc péricardite, myocardite et syndrome coronarien, donc bien sûr, il est difficile de faire la part des choses. Donc, le seul moyen peut-être est de se baser sur un faisceau d'arguments clinique, biologique et carrément parfois radiologique pour pouvoir faire la part des choses. Donc, c'est vrai qu'on est amené parfois à se poser des questions. Est-ce qu'on est devant une péricardite? Est-ce qu'on est devant un tableau de myocardite? Donc, parfois, on est vraiment devant des situations problématiques et que c'est difficile de trancher. Alors, pour compléter à Safia, c'est vrai qu'on a eu plus de malades avec douleur thoracique, mais on a moins d'hospitalisation. C'est-à-dire que très peu de personnes, effectivement, sont hospitalisées. Des fois, c'est le patient lui-même qui refuse. Des fois, c'est un problème, effectivement, qui est un peu d'organisation. Donc, il y a la suspicion de Covid. On a des soins intensifs qui est une seule salle. Des fois, donc, effectivement, quand il y a un scanner qui est douteux, ça pose problème. Donc, l'hospitalisation, on a eu moins. Je crois que c'est dans la majorité des services pour plusieurs raisons, le patient et aussi l'organisation. La deuxième question dont tu parlais, effectivement, là, c'est vrai qu'on a besoin de compléter par une échocardiographie. Tout à l'heure, Anna, j'avais posé cette question parce que fréquemment, dès qu'il y a un coronarien, on demande une coronarographie. Quand on a un coronarien sans complications, je crois que le traitement, c'est bon. Et pour ne pas effectivement essayer un petit peu de réorganiser et qu'il y ait une stratégie qui est bien claire. Je crois que bon, c'est ce que j'ai complété pour Safia. Merci beaucoup, Simoaoui. Donc, je continue un peu les questions, il y en a pas mal. Alors, de la part de M. Boutaleb Amin, pouvons-nous proposer une vaccination chez des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique secondaire à une cardiopathie ischémique? Doit-on craindre une décompensation suite à la vaccination? C'est Marhoum. Il n'y a pas de risque particulier de vacciner ce type de personnes. Bien au contraire, je pense que si on ne vaccine pas et qu'il fait une Covid, le risque est multiplié par 100. C'est pas... Voilà, donc je pense qu'il faut y aller, il faut vacciner. Oui, mais tout à fait. Une fois, j'insiste sur la thérapeutique. C'est-à-dire ça doit être des patients qui prennent un traitement qui soit stabilisé. On ne parle pas de personnes qui vont mal, qui sont en pleine décompensation. D'accord.
OK. Alors, une autre question de la part de Dr Michel. On distingue deux types de patients, premier groupe STEMI et NSTEMI, à très haut risque, et où le recours à la salle de CAT est immédiat sans attendre la PCR. Ce sont des patients considérés Covid positifs et adressés à les salles de CAT dédiées au Covid positif. Et le deuxième groupe, NSTEMI à haut risque et risque intermédiaire et faible, où on attend le résultat de la PCR, de PCR négatif avant d'orienter vers une salle de CAT. Pour les patients Covid négatifs, qu'est-ce que tu penses? Je crois que tu en as déjà parlé. Oui, vas-y. Docteur Safia, tu m'entends? Oui, madame, mais j'ai pas, ça a été entrecoupé pour la question. J'ai pas bien entendu la question. Ah, tu n'as pas les questions? Non, madame, j'ai pas, j'ai pas accès aux questions. D'accord. La question, c'est concernant justement les patients à très haut risque et à haut risque. Il faut aller à la salle de CAT. Et les patients à risque faible, haut, intermédiaire ou faible, on attend le résultat de PCR, effectivement, avant d'aller vers avant d'aller à la salle de CAT. Tout à fait, oui, oui, oui. Donc, je confirme. Il faut attendre. Donc, on ne se précipite pas quand le patient est au risque intermédiaire. Exactement, oui. D'accord. Ok. Alors, une autre question, docteur Zahidi. Vu les études scientifiques sont en faveur de la colchicine dans le coronavirus et aussi dans la coronaropathie, n'est-il pas judicieux d'utiliser la colchicine dans le traitement des patients avec coronavirus et coronaropathie? Je crois qu'on a déjà répondu à la question. C'est vrai que mais on n'a pas l'AMM. Ce n'est pas validé encore. C'est juste des choses qui sont en cours. Ouais. Donc, c'est un peu difficile de généraliser ce genre de traitement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que le management des antithrombotiques, pardon, j'ai perdu. Est-ce que le management des antithrombotiques chez les patients COVID-19 après le syndrome coronaire aigu reste le même que le patient sans syndrome coronaire aigu? Docteur Warraq. Oui, donc en fait, ça n'a pas été précisé. Donc le traitement antithrombotique n'est pas contre-indiqué chez des patients qui ont eu le Covid. Donc non, ça n'a pas été précisé. Au contraire, il faut le garder et il faut faire attention. Il faut même voir le traitement anticoagulant. Des fois, on en a besoin. Oui. Madame Alors, Heppel. oui, c'est... Alors, oui. j'aimerais juste dans le même sens, parce que parfois ça nous arrive de vouloir prescrire des HBPM et on se retrouve avec des patients qui sont thrombopéniques ou une fonction rénale altérée. Est-ce que dans ce sens, la fondaparinux serait une alternative? Est-ce qu'elle a sa place dans le traitement du syndrome coronaire, c'est-à-dire le traitement adjuvant? Et je profite aussi, comme j'ai la parole, pour cette histoire de vaccination. Si vous recevez des patients, bien sûr, dans votre consultation, au-delà de 75 ans pour le moment, il faut les encourager, il faut leur dire, est-ce que vous vous êtes inscrit dans la consultation? Est-ce que vous avez envoyé ce fameux SMS au 1717? Juste une petite parenthèse. Voilà. Bon, j'ai oublié ta question concernant le traitement anticoagulant. La fondaparinux, oui, au cas où. Oui. De toute façon, des fois, on l'utilise dans les syndromes coronaires ST-. C'est vrai, pas dans le ST+, mais à défaut, on peut très bien l'utiliser. Et non seulement ça, parce qu'actuellement, on a des ruptures de stock, on ne trouve pas des fois les HBPM, on utilise ce qu'on a de disponible. Maintenant, c'est concernant justement la coronarographie, là, on a besoin de l'héparine. Ce n'est pas les HBPM, là, on n'y peut rien. Donc, ça, c'est une obligation. Sinon, on ne peut pas le faire. Les coronarographies, je veux dire, sans la HNF. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Adolphe, bonjour Adolphe, ça fait plaisir de retrouver les anciens, qui dit donc il n'y a pas de contre-indication pour les autres anticoagulants. Oui, merci beaucoup Adolphe. Alors, docteur Michel, la douleur thoracique est un symptôme difficile à interpréter en période de pandémie.
la tachycardie, la dyspnée et l'hypoxie peuvent mimer une douleur thoracique, tout à fait, et entraînent même des modifications électriques. Il faut, à mon avis, analyser le malade dans un contexte clinique, complété par les facteurs de risque, antécédents cliniques, ECG, biomarqueurs et imagerie. Oui, Dr Warraq. Oui, madame, donc je rejoins l'avis de Dr Michel. Effectivement, donc parfois on est devant cette situation. Donc un IDM donc, de type 2 serait le diagnostic, c'est-à-dire que c'est une souffrance myocardique qui serait secondaire à une hypoxémie et qui peut mimer tout à fait une coronaropathie. Donc parfois c'est difficile de trancher entre les deux. Tout à fait. Oui. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, donc est-ce que un dernier mot de la fin? Madame Ebel, une toute dernière question. Vas-y. On avait vécu pendant la dernière pandémie 2 observations qui avaient mimé le syndrome cornéen aigu, auquel Manassi Rali Ben Nouna, on avait évoqué le syndrome de Takotsubo. Est-ce que c'est une. Est-ce que dans les articles que tu as pu lire à Safi, est-ce que tu as trouvé cette association ou c'est juste l'effet de la coïncidence? Le Takotsubo suite à une Covid, pardon. Ça constitue justement un diagnostic différentiel. Mais sinon, honnêtement, je n'ai pas cherché pour le Takotsubo. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre ce sens. Non, mais bon, Takotsubo, effectivement, on peut dire, c'est une douleur par stress, c'est-à-dire que c'est une entité particulière des syndromes coronaires, mais sans lésion athéromateuse. Donc, c'est possible que ce soit une coïncidence, mais je ne sais pas franchement, est-ce que la Covid elle-même peut engendrer un stress, parce qu'en général, Takotsubo, c'est le stress qui peut la provoquer. Oui. D'accord. OK. Merci. Merci. Donc, s'il y a un mot de la fin, donc je commence par... Vas-y, Safia. Oui, donc je vous remercie, Madame professeure Hebbel, Monsieur professeur Marhoum et Monsieur professeur Mouhawi de m'avoir donné cette opportunité de présenter ce webinaire. Donc, je remercie également l'assistance d'avoir suivi cette présentation qui constitue justement un sujet d'actualité. Voilà. Merci. J'espère répondre à vos attentes. Oui. J'aimerais te remercier, vous, particulièrement, professeur Lebel, d'avoir donné la parole à des jeunes résidents. Ce n'est pas évident, c'est très courageux. Donc, ça va dans l'esprit de la pédagogie et de la motivation. Donc, merci à vous, Madame Lebel, merci à toi, Safia, merci à tous les résidents de cardiologie que j'embête tout le temps. Merci à professeur Marhoum et tabarakallah alaykoum kamil. Merci, mais bon, c'est vrai qu'ils sont encouragés, encadrés aussi, donc ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais tabarakallah alayhum. Alors, c'est Marhoum. Bien, merci de me donner la parole. Moi aussi, je me joins à tous pour dire que vraiment la présentation était tout à fait correcte, très claire. Je crois que vous avez fait le tour de la question. J'ai appris énormément de choses, parce que moi, la cardiologie, ça fait maintenant, ça fait des années. Bon, j'avais fait un petit stage durant les staffs Covid, où j'ai appris de nouveau pas mal de choses. Mais bon, là, c'est toujours bon de se rafraîchir un petit peu la mémoire pour ces choses-là. Je voudrais, avant de terminer, revenir sur le diagnostic. Je voudrais insister quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de PCR, mais insister également sur le fait qu'actuellement, nous avons les tests antigéniques. Et dans un climat d'urgence, je pense que ça peut être très utile pour avoir un résultat rapide, voilà, pour prendre des décisions, pour orienter le patient plus facilement, etc. Et donc, il ne faut pas l'oublier, ce test antigénique, sachant qu'au niveau du CHU, c'est fait de façon systématique toutes les fois où on pense que l'infection est récente. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que l'infection Covid soit récente. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Là, je remercie le professeur d'avoir donné l'opportunité
Dr Warraq de faire cette présentation. Je crois que ça, c'est très important. Et je remercie professeur Mouraoui pour tous les efforts qu'il fait dans le cadre du Covid, dans le cadre du service d'accueil des urgences également. Là, il faut vraiment souligner ça parce que ce n'est pas évident. Et actuellement dans la vaccination. Voilà. Merci beaucoup. À mon tour de vous remercier. Je remercie tous les modérateurs et aussi la Dr Safia. Et je remercie aussi l'assistance qui était là et qui posait des questions qui sont vraiment pertinentes. Je trouve que ce genre de thèmes doivent être de plus en plus généralisés parce qu'on apprend énormément. Et comme j'ai dit, moi j'ai appris beaucoup avec Safia quand elle était en train de préparer. Il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas et qu'il faut les mettre en exergue pour les jeunes. Et merci encore. Et avant de finir, je dois remercier les laboratoires filles qui nous ont aidés pour cette plateforme. Donc, il ne faut pas que je les oublie. Mais sinon, donc, bravo à vous tous et à la parole. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.